Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce club des municipales, notre rendez-vous maintenant hebdomadaire avec nos amis comme toujours de la presse quotidienne régionale et France Bleu. Alors nous sommes à 2 mois du premier tour, à l'heure où se constituent les listes. Nous allons tenter de savoir si les jeunes s'engagent dans cette élection municipale. Est-ce que occuper le siège par exemple d'un maire, est-ce que ça fait rêver les jeunes alors qu'aujourd'hui 4% seulement des maires en France ont moins de 40 ans, mais vous verrez dans cette émission qu'il y a encore, et sans doute tant mieux, des vocations. Et puis, comme d'habitude, nous allons poursuivre notre tour de France, direction l'ouest de la France, la Loire-Atlantique. Nous décollerons, si j'ose dire, vers Notre-Dame-des-Landes, à 20 minutes de Nantes, 2000 habitants, là où le fameux projet d'aéroport continue de soulever la polémique. Pour aborder tout ça, comme d'habitude, je reçois 3 confrères. Je devrais dire 2 consoeurs et 1 confrère. Anne Patinec, bonjour. Vous êtes journaliste à France Bleu Loire Océan. Bonjour. Vous connaissez bien évidemment ce département. Nathalie Moret, vous êtes journaliste au groupe EBRA. On rappelle, le groupe EBRA, c'est en tout cas l'Est républicain, le Progrès et puis... les dernières nouvelles d'Alsace, on a toute la presse quotidienne régionale de l'Est de la France. Voilà, grand territoire. Et puis un visage que vous connaissez bien, Michel Urvois, éditorialiste à Ouest France. Bonjour Michel. Bonjour. Et puis petit rappel, comme d'habitude, bien entendu, vous pouvez d'ores et déjà commenter cette émission avec le hashtag le CDM. Tout de suite donc, plongée à Notre-Dame-des-Landes, à 20 minutes, donc je le disais, de Nantes. Est-il difficile, on va le voir, sur place, de faire campagne quand un sujet semble tout de même occuper encore tous les esprits? Regardez ce reportage de Camille Campusano. Bienvenue à Zadland, le nouveau nom de Notre-Dame-des-Landes. La ZAD, la zone d'aménagement différé, est toujours occupée. Cette commune de 2000 habitants vit dans l'attente que l'aéroport se construise ou pas. Un projet qui ne décourage pas le maire, il prépare sa liste pour un second mandat. Nous nous sommes positionnés contre le projet d'aéroport. Nous avons travaillé dans un cadre républicain et loyaliste, c'est-à-dire que nous utilisons les recours judiciaires qui sont à notre disposition. En aucun cas, je ne me mêle de la lutte qui existe sur le terrain. Pour moi, c'est 2 luttes bien différentes. Un point de vue qui serait partagé par le second candidat. Un candidat qui ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant. Conseiller actuellement, Ronan Lelayec se présente lui aussi sans étiquette. Tous 2 refusent de limiter le débat préélectoral à l'aéroport. Mais juste à la sortie de la mairie, la question revient. Une pression permanente, notamment sur les agriculteurs. Marcel Thébault produit du lait. Il est installé ici depuis 15 ans. Maintenant, il risque de tout perdre. Nous sommes à 2 doigts de cette situation, c'est-à-dire d'être expulsables. Mais voilà, aujourd'hui, nous sommes sur nos terres et nous les conduisons comme nous le faisons depuis 10 ans et comme nous pensons le faire encore pendant 10 ans. Pour Marcel, l'aéroport est un sujet incontournable. Pas une voix pour les gens qui soutiennent le projet. Avec une population qui... si elle est fondamentalement contre, vraiment je pense complètement contre ce projet, la population est quand même divisée sur la façon de s'y opposer, sur l'opportunité de s'y opposer. Il faut aller jusqu'à Nantes pour trouver les pro-aéroports. Des ailes pour l'Ouest ne manquent pas d'arguments, un aéroport saturé, des avions trop bruyants. Pour les municipales, le groupe d'entrepreneurs va demander aux candidats de toute la région de se positionner clairement. C'est bien au moment où on est en crise qu'il faut développer des infrastructures qui vont préparer l'avenir. Pour développer les relations avec d'abord les grandes métropoles européennes et les grandes métropoles du monde. L'argument financier, Dominique Fresneau ne le contredit pas, il l'interprète autrement. C'est uniquement de la spéculation foncière et immobilière sur Nantes. C'est la seule raison qui reste. Ça permet d'acheter des terres à Notre-Dame-des-Landes à 16 centimes le mètre carré et de revendre où il y a l'aéroport actuel à des tarifs qui sont 100 ou 500 fois supérieurs. Pour la CIPA, c'est donc à Nantes que se trouve le nerf de la guerre. On va surtout focaliser sur les élections à Nantes, où pour une fois il y a une liste qui est une liste complètement indépendante et qui est contre le projet d'aéroport et où il y a une association quand même des Verts et du Modem. Le gouvernement espère démarrer les travaux cette année, mais d'ici aux élections municipales, les prés de Notre-Dame-des-Landes sont préservés.
Alors, Anne Patinec, on voit quand même que ça continue d'être un sujet qui occupe un peu tous les esprits sur place. Il y a une unanimité, apparemment. Je parle bien de Notre-Dame-des-Landes. Une majorité, disons. Unanimité, je pense pas. Vous dites une majorité, hein, oui. vous avez raison de préciser, de nuancer mes propos. Mais est-ce que ça va être, ou est-ce que c'est déjà un enjeu? On parlera évidemment de l'environnement et des autres villes, notamment de Nantes, mais sur Notre-Dame-des-Landes, est-ce que ça va être un vrai enjeu pour ces élections? C'est un sujet qui concerne tout le monde et qui est quasiment quotidien. Donc c'est un sujet qui va forcément intervenir dans la campagne, notamment dans les réunions publiques. Mais ce n'est pas forcément un enjeu. Parce que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ça fait quasiment 50 ans qu'on en parle dans la commune, que le projet est en cours. Alors évidemment, ça s'est cristallisé ces derniers mois, en gros depuis octobre 2012 et l'intervention des forces de l'ordre. Mais ce sujet, il était déjà récurrent depuis plusieurs années. Le maire a été, Jean-Paul Naud, qui est sans étiquette, a été élu en 2008 en conduisant une liste non à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est vraiment pas un sujet nouveau. Il est quand même prudent dans ses propos, hein, on l'a vu dans le reportage. Il a toujours dit qu'il était opposé à l'aéroport, mais de façon légaliste. C'est-à-dire que lui, il cautionne tous les recours qui sont faits devant les tribunaux, que ce soit devant le tribunal administratif, que ce soit devant l'Europe. Il est convaincu, je l'ai encore eu en ligne il y a 2-3 jours, il est convaincu que l'aéroport ne se fera pas parce qu'à terme, l'Europe dira non au sujet de la loi sur l'eau. Mais il me disait aussi que ce n'est pas forcément le sujet déterminant dans ces municipales. Pourquoi il y a une autre liste qui se monte? Ça n'a rien à voir avec ce projet ou c'est... La deuxième liste qui est en cours de constitution, qui a été annoncée samedi dernier, donc c'est un des conseillers municipaux, Ronan Layet, qui a annoncé son intention. Son thème de campagne, c'est « Vivre ensemble à Notre-Dame-des-Landes ». Donc il était aussi opposé à l'aéroport en 2008, parce qu'il est sur la même liste. Et on a l'impression que c'est plus une histoire de gouvernance, de la façon dont se sont menées les 6 années depuis 2008 au sein du quotidien dans la commune qui fait qu'il y a une deuxième liste. Alors Michel Urvois, de votre point de vue, vous êtes éditorialiste, rappelons-le, à Ouest France. Comment vous regardez, c'est une histoire qui concerne d'abord Notre-Dame-des-Landes, on va parler évidemment du reste tout à l'heure. Quand vous regardez ce reportage, vous réagissez comment? D'abord, je le trouve très juste. Très juste sur un point en particulier, c'est qu'il fait bien la distinction d'intérêt entre les habitants de Notre-Dame-des-Landes, les élus de Notre-Dame-des-Landes, les candidats de Notre-Dame-des-Landes qui ont apporté en quelque chose les inconvénients du projet et des Nantais, je ne dis pas tous les Nantais, mais qui, eux, ont plus intérêt à ce que le projet se fasse. Je ne parle pas d'ailleurs que des Nantais, il faudrait parler des Nazériens, des Angevins, donc ça veut dire que ça c'est l'enjeu économique pour un grand territoire, voilà. C'est ça. Et donc ce projet, évidemment, crée des perturbations fortes dans la campagne, mais qui ne sont pas forcément tout à fait celles qu'on imagine. Oui. Et on pourra y revenir, je pense... Je crois que ce qui domine sur le terrain aujourd'hui, c'est vraiment la lassitude des habitants de Notre-Dame-des-Landes de vivre dans une situation totalement particulière depuis quasiment 1 an et demi, 2 ans, où pendant l'hiver 2012-2013, ils ont eu des forces de l'ordre en permanence sur le terrain. Pour rentrer chez eux, c'était contrôle d'identité. Ce sont des routes qui sont coupées, voire dégradées. Donc ils ont eu un quotidien complètement perturbé. Des tensions aussi au niveau des pros et des antis. Il y a une habitante qui me disait l'autre jour, mais même entre voisins, on n'évoque pas le sujet parce qu'on ne veut pas se positionner pro ou anti. Donc, les antis, on les connaît, notamment les opposants officiels qui se manifestent régulièrement, mais les pros, ils sont aussi assez discrets, en tout cas sur le secteur de Notre-Dame-des-Landes. Juste qu'on comprenne bien pour tous nos téléspectateurs, le calendrier, en principe, le début des travaux, ça doit démarrer cette année, c'est en 2014, c'est ça qui était prévu. Ils peuvent démarrer actuellement. Le préfet de Loire-Atlantique et de région, Christian Delavernay, a signé les arrêtés qui étaient le dernier verrou administratif jusqu'à présent. Ça concerne la loi sur l'eau et le transfert des espèces protégées. Donc aujourd'hui, au niveau administratif et juridique, plus rien ne s'oppose au démarrage des travaux, sauf quand même l'accord politique qui avait eu lieu entre Jean-Marc Ayrault et les élus et les opposants, dans la mesure où tant que tous les recours juridiques n'étaient pas expurgés, il restait une protection des gens qui ne refusent d'être expulsés. Donc il y a un recours devant la Cour de cassation. Nathalie Moret, on imagine que le Premier ministre, en l'occurrence Jean-Marc Ayrault, l'ancien maire de Nantes, regarde quand même ça de très près. Il a quand même été, notamment au début des incidents, on a beaucoup parlé de lui. D'après ce que vous pouvez en savoir, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il prône l'apaisement ou il fait très attention, il est prudent? Moi, je crois qu'il prône l'apaisement et effectivement très prudent.
urgent et je pense que dans son esprit, il est urgent d'attendre, surtout à quelques semaines des municipales. Donc à mon avis, et d'ailleurs on le voit très bien dans le reportage, les gens, même sur place, on a un petit peu marre d'entendre parler de tout ça. Donc je pense qu'effectivement, ça ne sera paradoxalement pas un grand sujet sur place. Et forcément, comme ça n'en est pas un sur place, ça ne va pas devenir un sujet national avec Jean-Marc Ayrault. Michel, sur Jean-Marc Ayrault, c'est quand même un sujet qui est compliqué pour lui, ou au fond, il a fait le plus dur? Jean-Marc Ayrault n'est pas très présent dans la campagne. Oui. Personne n'a très envie de se recommander de lui, avec la popularité il est quand même très populaire à Nantes, Jean-Marc Ayrault, en tant qu'ex-maire. Et il conserve évidemment énormément de soutien. Mais les candidats de gauche à Nantes disent grosso modo, on assume le bilan de Jean-Marc Ayrault, mais on veut faire autre chose. Donc on se garde bien de dire que Ayrault c'était parfait ou qu'il faut continuer à faire la même chose. Il y a d'autres thèmes que Notre-Dame-des-Landes qui anime, je pense, sans doute plus fortement la campagne. Et il y en a deux en particulier. La fiscalité, dont s'est emparée Pardon de vous interrompre, c'est un peu la qui... question que je voulais poser à Anne. Hormis ce sujet-là, au fond, la population, elle va voter sur quels autres éventuels enjeux à Notre-Dame-des-Landes? Elle a des attentes très locales et très quotidiennes. Il faut rappeler que c'est une commune rurale, hein, c'est important. C'est une commune hein. très rurale. L'agriculture est la première activité économique de la commune. Et les attentes des habitants et donc des électeurs, ça va être plus de commerce de proximité parce que le bourg est tout petit et vivote. Ça va être le besoin en tout cas d'une maison médicale. Ça va être la création d'un pôle enfance-jeunesse. Enfin, vraiment des besoins qu'on a dans une commune au quotidien. Et ça dépasse. Enfin, c'est leur priorité par rapport à l'aéroport aujourd'hui. Michel, est-ce que les candidats de Nantes, on va en parler parce qu'il y a des candidats notamment jeunes, ce sera la deuxième partie de notre émission, mais est-ce qu'à Nantes, ce projet d'aéroport, ça va être lui aussi un enjeu? C'est un enjeu, mais ce n'est pas l'enjeu principal. D'ailleurs, il y a eu une tentative pour constituer une liste commune contre l'aéroport, avec comme fédérateur l'opposition à l'aéroport. Elle n'a pas pu voir le jour. Et dans les partis principaux, le sujet est embarrassant parce que chacun a dans ses rangs des gens qui sont extrêmement favorables à l'aéroport, et il ne faut pas oublier... Donc ça traverse complètement les clivages politiques. Il faut pas, sauf les écologistes, on peut y revenir. Sauf les l'UMP et le PS, que ce soit à Nantes, au département, dans les départements voisins, dans les régions, ont tous voté en faveur, ont voté les crédits. Il est financé cet aéroport. Donc c'est extrêmement difficile de s'opposer entre PS et UMP, par exemple, sur ce projet-là. Pour les écologistes, c'est différent, parce qu'ils ont des positions différentes selon la commune et selon aussi d'autres intérêts. La gouvernance locale, je ne parle pas uniquement de Nantes, d'autres communes périphériques, par exemple à Saint-Herblain, qui est la première ville de la métropole après Nantes, il y a un accord avec les écologistes. Il n'y en a pas dans d'autres villes, parce qu'il y a d'autres considérations. L'aéroport, ce serait un casus belli, Nathalie avait raison de le dire, si les travaux commençaient. Là, les accords casseraient partout et ça mettrait le feu. Et ça mettrait le feu à la campagne. Alors, Anne, justement, il y a une manifestation, une nouvelle manifestation qui est prévue le 22 février, si je ne dis pas de bêtises. Ça peut avoir un impact. On sera un mois pile avant le premier tour, quand même. La date n'a évidemment pas été choisie au hasard par les opposants. Ils ont organisé une conférence de presse en début de semaine où ils expliquaient notamment que ils trouvaient que le dossier de Notre-Dame-des-Landes retombait un petit peu, on en parlait moins, donc justement ils veulent à un mois de nouveau sous les caméras, c'est un peu ça. Le problème. Ils espèrent aussi que ça aura un impact au-delà de Notre-Dame-des-Landes, au-delà de Nantes, et que dans certaines villes, les électeurs vont aussi voter contre des candidats qui soutiennent des projets qu'ils qualifient d'inutiles. Alors c'est Angers, enfin c'est Lyon, ils ont eu 200 comités de soutien qui se sont rassemblés le week-end dernier et ils attendent beaucoup de monde à cette manifestation et ils appellent notamment à boycotter les candidats pro-aéroport dans la région. Donc là, c'est un enjeu qui va dépasser évidemment Notre-Dame-des-Landes, cette manifestation, Nathalie. Si jamais il y a beaucoup de monde quand même, ça peut... Oui, mais en même temps, il y a une grande différence entre les gens qui vont aller à cette manifestation et les gens qui font campagne sur le terrain, notamment à Nantes. Et puis ceux qui vont être dans la manif ne sont pas tous des électeurs. D'abord, et puis ils font tous campagne sur le renouveau à Nantes. Et évidemment, lors de cette manifestation, il y aura des gens de toute la France et je pense que c'est beaucoup plus... Non, il y a une grande différence, je pense. Mais pour revenir à Nantes, quand même, c'est la première fois depuis 1995 que les Verts partent tout seuls, ne font pas union. Jusqu'à présent, Jean-Marc Ayrault avait toujours, malgré son soutien à l'aéroport et l'opposition des Verts, ils avaient toujours... C'est en raison de ce sujet-là ?
de votre point de vue? Officiellement, ce n'est pas la raison invoquée par le parti ni par ses représentants, mais les militants ont quand même voté très largement pour une liste autonome par rapport à la liste PS, PC, Mouvement démocratique un mot, Michel? Oui, et ça aura une conséquence, parce que Jean-Marc Ayrault était passé au premier tour avec 55% des voix la dernière fois. Probablement que cette fois-ci, Johanna Rolland, qui est la tête de liste PS, ne passera pas au premier tour. Donc votre pronostic, 2 tours probablement. Probablement. Il y a des chances, oui. Très bien, on va passer justement à la deuxième partie de notre émission. Sachez qu'ils ont entre 18 et 30 ans et ils se lancent, vous allez le voir, dans la campagne des municipales. J'ai envie de dire, peu importe la couleur politique, ils ont, en tout cas pour quelques-uns, la vocation et veulent faire un peu bouger les lignes. On va regarder ce petit aperçu et les explications d'Aurélie Dafas. À peine majeur et déjà candidat. Hugo Hervieux, 18 ans, sera le plus jeune de France à se présenter aux élections municipales. 7e sur une liste de centre droit à Beuzeville, dans l'Eure, cet étudiant revendique un engagement sincère au service des autres. Ça va faire 4 ans que j'assiste à chaque conseil municipal et c'est un vrai plaisir. C'est comme une association en fait. J'ai créé mon association, j'étais plus jeune président de l'association de France à l'âge de 14 ans. Et donc du coup, c'était vraiment de rendre des services aux adhérents. Tous les jeunes ne sont pas aussi précoces. La jeunesse politique, c'est aussi un parcours du combattant. À respectivement 34 et 35 ans, Razi Hamadi et Mathieu Hanotin sont encore des louveteaux. Députés depuis à peine 18 mois, les deux socialistes seront tête de liste en Seine-Saint-Denis pour les municipales, après déjà plus de 15 ans de militantisme. Mais au Front National, pas question de faire patienter les juniors. Au contraire, beaucoup de candidats FN sont jeunes, 14% d'entre eux ont moins de 30 ans. Et la nouvelle garde sert de vitrine. Le but aussi de ces municipales, c'est de faire élire un maximum de conseillers municipaux, ou bien de maires d'ailleurs, afin de créer un véritable maillage qui servira aux prochaines échéances, notamment européennes, et les prochaines élections départementales. Pour aider les novices, le FN a ouvert des centres de formation. Règles de financement, constitution d'une liste, manière de s'exprimer en public, les campus bleu marine fournissent les infos clés en main aux jeunes pousses du parti. Mais l'engagement politique reste malgré tout une exception. Seuls 2% des jeunes sont aujourd'hui encartés dans un parti, un chiffre qui n'a pas bougé depuis les années 70. Alors Michel, justement, on vient d'entendre ce chiffre qui est quand même frappant, 2% de jeunes seulement encartés, ça n'a pas bougé depuis 1970. Bon, certains, on le voit, c'était juste quelques exemples, ont quand même la foi. Ça veut dire qu'il y a encore parmi les jeunes quelques vocations. C'est un peu rassurant de voir qu'il y en a encore. Malheureusement, ils sont très très minoritaires et probablement de plus en plus minoritaires. Pour des raisons qui s'expliquent assez simplement. Les jeunes sont mobiles, ne serait-ce que pour des raisons d'études. Ensuite, quand on est un peu moins jeune, qu'on a des enfants, on ne dispose pas forcément de tellement de temps pour s'engager dans la gestion municipale, qui est dévoreuse de temps, donc qui est chronophage. Et tous les élus le disent, même à un petit niveau. Donc je pense qu'il y a cette question-là. Et puis il y a le phénomène plus général de l'évolution de la société, où la politique est moins un sujet familial porté par la famille, où on milite moins en famille, et on consomme plus de la politique ou de l'exigence politique de manière individuelle que dans le cadre d'un projet collectif. Nathalie, autre chiffre, sur 100 000 élus, là en préparant cette émission, j'ai relevé que 10 sur 10 000 ont entre 18 et 24 ans, 34 entre 25 et 29 ans, et 74 seulement entre 30 et 34. Bon, évidemment, quand on voit ce reportage, on peut dire qu'il y a des vocations, mais enfin quand même, c'est pas très brillant. Moi, je trouve que c'est tout à fait symbolique de la place que la société laisse aux jeunes. Si vous regardez les grandes villes en France, vous voyez Jean-Claude Gaudin, 74 ans, conseiller municipal depuis 1965, Alain Juppé, 67 ans, Gérard Collomb, 67 ans, Roland Ries, 69 ans. C'est l'expérience aussi, et ils des compétences peut-être, non ? Et ils seront réélus, d'accord, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces gens... On n'est pas sûr qu'ils soient tous réélus. La plupart d'entre eux, en tout cas, vont l'être. Mais ça veut dire aussi que les hommes politiques qui ont de l'expérience ne laissent pas ne laisse pas les jeunes s'installer. Voilà, il y a une exception, tout à l'heure on parlait de Nantes. Il y a Nantes. Là, il y a des jeunes. Il y a Nantes. À Nantes, il y aura une femme sans doute. Toutes les têtes de liste sont des femmes et jeunes. Johanna Rolland, elle a 34 ans. La candidate de l'UMP, elle en a 35. Anne, rappelez-nous combien d'habitants à Nantes. C'est une des grandes villes françaises.
Hein, vous me collez, là. Ah, je vous colle. Non, mais il y a près de 200 000 électeurs oui, à peu près, Nantes. 200 000 et électeurs. à Rennes, on a une candidate, Nathalie Appéré, candidate tête de liste socialiste, elle a, je crois, 37 ans. Donc c'est intéressant. Et à Nancy, il y aura aussi une tête de liste Front National qui a 23 ans. Donc effectivement, mais tout ça, c'est quand même l'arbre qui cache la forêt. Ça, franchement, les hommes politiques, enfin les femmes politiques sont majoritairement âgées. Il me semble qu'il y a un petit renouvellement, une petite accélération dans le renouvellement, peut-être lié alors, à la marge, au non-cumul des mandats qui va obliger certains, mais c'est vraiment à la marge, mais peut-être au système électoral, c'est-à-dire le fait qu'il doive y avoir des listes complètes dans toutes les communes de plus de 1000 habitants. C'est d'ailleurs pas ça évident. Oblige ça pose aussi des problèmes, notamment ça pose des problèmes, mais ça oblige à trouver des candidats, ça oblige à trouver des jeunes, ça oblige à féminiser les listes. Ça oblige à trouver des femmes. Je ne suis pas persuadée qu'on va trouver beaucoup de jeunes dans les listes, parce qu'il y a vraiment un problème de motivation. C'est plus facile à droite. Il faut trouver des jeunes femmes. Enfin, c'est plutôt un argument favorable. Je trouve quand même que c'est plus facile à droite, parce qu'il y a plus de renouvellement, et à gauche, on voit bien que c'est quand même très très difficile. Dans les listes qui sont déjà constituées, principalement, on voit des quadragénaires, voire des quinquagénaires. Les partis en général, question à vous trois, ont du mal en ce moment à constituer les listes. Alors il y a ces règles effectivement de parité, d'ouverture, etc. Mais c'est compliqué. On a fait dans un précédent numéro un reportage sur le Front National. Hein, ça c'était. Mais en général, les partis ont du mal Ils ont du mal parce que il y a une grande déception par rapport à la politique d'une manière générale, et donc les jeunes en particulier s'impliquent peu, y compris à travers le vote. On estime qu'il y aura 40% de jeunes à participer au municipal. C'est pas très encourageant d'être candidat jeune pour parler à des jeunes qui ne vont pas venir voter. Certes. Donc je pense que l'offre et la demande expliquent aussi ça cumule. Et Anne, dans le territoire que vous couvrez pour France Bleu, là, vous avez l'impression également que dans cette région, les partis... j'ai envie de dire très familièrement, rament un peu pour trouver des candidats? Il n'y a pas que dans les partis, c'est aussi dans les petites communes. Comme Notre-Dame-des-Landes, par exemple, où il y a 2000 habitants, il faut trouver 19 noms sur une liste, avec la parité, ce qui est une nouveauté dans ces communes en plus. Donc c'est compliqué. Il y a un certain nombre de communes où pour l'instant, on n'est même pas sûr que des listes soient bouclées à cause de ce problème. Plus, on parlait du côté chronophage. À Notre-Dame-des-Landes, ne serait-ce que le dossier aéroport est ultra chronophage pour les élus. Donc certains ne veulent pas y aller, ne serait-ce qu'à cause de ça. Oui, je comprends. Nathalie, alors on va s'attarder un tout petit instant sur le Front National. Évidemment, le Front National part de très bas. On a vraiment l'impression que le FN mise vraiment sur un renouveau, il faut appel à des jeunes. Il y a un côté investissement. Hein. C'est une vraie stratégie et c'est un investissement sur l'avenir. C'est-à-dire qu'actuellement, je crois, il y a sur 100 listes, il y en a 7, non, il y a 7 candidats sur 10 qui ont moins de 30 ans. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, bon, ils savent que tous ne seront pas élus, mais c'est une façon pour eux d'avoir des élus dans les conseils. Donc on prend date, hein, le Front National prend date en misant sur un certain nombre de candidats. Voilà, pour qu'ensuite ils soient candidats dans les autres élections locales et ainsi mailler le territoire et être présents, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas, ils ne sont pas présents partout. Bon, mais en même temps, diriger une ville, c'est pas évident, il faut quand même connaître ses dossiers. Alors, on a vu dans un précédent reportage que le Front National fait de la formation pour tous ces candidats. Il y a aussi des jeunes maires qui ont parfaitement fait leur travail. Je veux dire, Laurent Wauquiez a été maire très jeune, Nicolas Sarkozy, certes, ça n'a pas été, on lui a pas donné la place, mais il a aussi été maire très jeune. Il y a des jeunes qui ont envie. Voilà, et effectivement, il y a des jeunes qui se sont investis très tôt et qui avaient le talent pour ça. Alors justement, c'est peut-être intéressant parce qu'on parle beaucoup en ce moment de l'actualité du non-cumul ou du cumul. Au fond, les candidats en général, quand ils émergent, ce sont entre guillemets des apparatchiks, ce sont souvent des jeunes qui ont peut-être fait un peu leur carrière à travers les partis ou en collant à des notables locaux, ou c'est tout d'un coup des gens qui ont la vocation, d'après ce que vous pouvez en savoir. Moi je pense qu'il y a les deux phénomènes, c'est-à-dire côté majorité, il y a le risque de l'apparatchik, c'est-à-dire du non-renouvellement ou d'aller chercher des candidats de l'intérieur du parti. Et dans les oppositions, il y a un plus fort renouvellement parce qu'il y a une espèce d'enthousiasme à aller s'opposer. C'est ce qu'exploite le Front National depuis son congrès de Tours et à travers ses municipales pour essayer effectivement de s'implanter. Donc je pense qu'il y a les deux phénomènes, mais pas forcément au même moment selon le camp dans lequel on se trouve. L'UMP constate aussi qu'il y a un afflux de jeunes, alors on met des guillemets à afflux, mais depuis, dans la lignée des manifestations contre le mariage pour tous.
hausse. C'est le cas notamment dans la grande couronne parisienne, où effectivement les jeunes qui ont été déçus, ils étaient nombreux dans les cortèges de voir cette loi passer, on dit bon ben voilà, on va s'investir en politique. Est-ce que c'est... Par le biais d'un sujet en fait. Absolument, par le biais d'un... Par exemple, un sujet de société. C'est le mariage pour tous, ça pourrait être autre chose. Alors le tout est de savoir si ces jeunes vont continuer à s'investir et à construire dans le long terme, ou si c'est simplement... Parce il me semble que l'investissement des jeunes est plus idéologique, l'investissement dans la politique, partisan et idéologique, alors que les combats municipaux, ils peuvent être idéologiques à certains égards, mais ils sont aussi très techniques, très exigeants à travers la présence sur le terrain, effectivement. Donc c'est pas tout à fait il faut parler des projets, qu'est-ce qu'on va faire pour telle ou telle municipalité, bien sûr. Il faut connaître les procédures, il faut connaître le fonctionnement des administrations, il faut connaître les rouages avec les autres collectivités. Et ça, c'est un frein, par exemple, Anne, effectivement, parce que c'est bien gentil de se dire, bah, voilà, je vais être candidat parce que la politique, ça m'intéresse et que je veux m'engager. Puis après, il faut quand même travailler et puis il faut regarder tous les dossiers. Je pense que dans les petites communes, c'est vraiment un frein parce qu'on... Ça demande un investissement tel, bon, en plus les gens travaillent à côté, donc c'est compliqué de s'investir et de se dire est-ce que je vais être à la hauteur aussi, parce qu'un maire a quand même énormément de responsabilités. Et accessoirement, c'est très mal payé. En plus. Donc il y a le statut de l'élu, évidemment, donc les indemnités. Ça encourage à faire des communes plus grandes pour qu'on ait des élus avec un statut, avec une rémunération un petit peu plus digne. Qui deviennent quasiment des professionnels de la l'engagement politique, là, je me tourne vers Nathalie, l'engagement politique aujourd'hui, ça a encore un sens pour la jeunesse, puisque on parle d'eux? Objectivement, non. Non. Objectivement, non. Alors effectivement, on a vu des exceptions, il y en a partout, et heureusement. Moi, de toute façon, dans toutes les sections des réunions locales où j'ai pu aller, dans les partis politiques où on m'a invité à aller... Toute région, enfin les régions que vous toute région, couvrez. absolument. Il y a peu de jeunes. Il y a vraiment, vraiment peu de jeunes. Et ceux qui viennent sont cooptés par des plus anciens, et à qui on promet une place, à qui on promet déjà une visibilité. Très sincèrement, il y a peu de jeunes. Bon, Michel, on se souvient qu'un des grands discours de François Hollande, et un des thèmes de campagne principaux de François Hollande, c'était la jeunesse. Là, dire que ça fonctionne encore, ce thème-là. Comment les jeunes l'ont ressenti? Parce que localement, ils pourraient se dire, voilà, maintenant, il y a un président de la République qui fait des choses pour nous, où au fond... la sauce n'a pas pris. Non, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Je pense que le thème de la jeunesse de François Hollande est plutôt un thème dans la durée. Là, on est dans une attente immédiate, dans une confrontation politique immédiate, donc ça ne joue pas. Il y a d'autres mesures nationales qui peuvent jouer, en revanche. On évoquait tout à l'heure la fiscalité locale venant s'ajouter à la fiscalité nationale. Donc voilà, une politique nationale qui a un écho local, ça c'est clair. Et par exemple, les mesures, les emplois d'avenir, par exemple, c'était pour les jeunes. Alors est-ce que Bien sûr, mais ça va pas peser dans le débat électoral. La gouvernance locale va beaucoup plus peser, par exemple, sur la consultation des citoyens, l'organisation de débats autour des projets, etc. Ça va peser. Le système héros, entre guillemets, est quelque chose qui est débattu, qui fait question à Nantes. Voilà. Donc c'est des choses comme ça. Très bien. En tout cas, réponse dans 2 mois. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous, en tout cas, de l'avoir suivi. On se retrouve, bien entendu, la semaine prochaine, mais vous pourrez continuer à commenter cette émission avec le hashtag #LeCDM et puis, bien sûr, sur notre site publicsena.fr. Merci à tous les trois. Merci à Laurent Elkabach, Fanny Oualia, Camille Crière et Sacha Robin. Tous ceux-là qui m'ont aidé, évidemment, à préparer cette émission. Bonsoir à tous. On se retrouve dans une petite semaine. Peu connue du grand public, elle pourrait occuper le poste clé et convoité de maire